philosophie ce soir. Parce que le libre choix, ou la contrainte, en plus tu m'as demandé, Patrick, de définir un peu les termes. Et donc, c'est ce que je vais faire, je vais essayer de relever le défi. On pourrait, bon déjà, le libre choix, donc la liberté, on va laisser de côté la dimension métaphysique. C'est-à-dire, est-ce que l'homme est vraiment libre ou pas? Est-ce que vraiment il a en lui cette capacité, ce pouvoir de se déterminer lui-même? Bon, c'est tout un problème métaphysique ici qu'on va complètement laisser de côté. On va s'intéresser à la liberté politique, essentiellement. Et donc, on va s'intéresser à la question de faut-il laisser les hommes libres de choisir leur mode de vie, leur mode d'organisation, ou bien faut-il imposer un ordre social par en haut? Autrement dit, la question qui m'est posée, c'est le laisser-faire ou le dirigisme, l'initiative privée ou les pouvoirs publics. Et donc là, le défi quand même dur à relever, parce que aujourd'hui, faire l'apologie du laisser-faire, c'est quand même pas ce qui est le plus facile. Vous savez bien qu'en France aujourd'hui, le laisser-faire, c'est quelque chose qui est absolument détesté. Il suffit d'aller sur Internet, et vous verrez toutes les horreurs qu'on peut raconter là-dessus. C'est une expression, le laisser-faire, une expression qui est extrêmement mal comprise, que je vais essayer d'expliquer un petit peu aujourd'hui. Parce que, d'abord, c'est laisser faire, c'est à l'impératif, laisser nous faire. Donc c'est EZ, et non pas à l'infinitif. Cette expression, elle a une histoire en France. C'est un mot, c'est vraiment une expression française qui est reprise comme telle par les Américains. Les Américains utilisent ce terme, le laisser faire. Et donc, c'est quand même un paradoxe de voir qu'en France, on déteste le laisser-faire et qu'au contraire, on adule effectivement le dirigisme. Alors qu'on a en France une tradition, une vieille tradition intellectuelle de défense du laisser-faire. Je pense qu'on a les meilleurs auteurs, ceux qui ont le mieux compris, qui ont le mieux expliqué, qui ont le mieux défendu cette politique du laisser-faire. Alors Bastiat, évidemment, en fait partie, c'est celui que nous aimons et que nous connaissons le mieux, mais il faut savoir que Bastiat n'a pas été le premier. Il y a eu bien des auteurs avant lui, qu'il est l'héritier d'une tradition qui commence au XVIIe siècle, et donc Bastiat, vous savez que c'est autour des années 1840, donc milieu du XIXe siècle. Et il est l'héritier de toute cette tradition. Alors, cela dit, cette tradition, elle est minoritaire en France. Elle n'a pas soulevé les masses. Il faut bien comprendre qu'en effet, c'est pas la tradition libérale, c'est une autre façon de dire la même chose, la tradition du laisser-faire ou la tradition libérale, c'est pas cette tradition-là qui l'a emporté. Bon. Pourtant, quand on remonte un peu à l'époque des Lumières, on se rend compte que les philosophes des Lumières se sont battus au nom du laisser-faire. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important de revenir un peu à cette histoire. C'est que les philosophes des Lumières, je pense à Montesquieu, je pense même à Rousseau, ou à Voltaire, vous allez voir, je vais en parler beaucoup de Rousseau ce soir, Condorcet et tous les autres, leur premier combat, ça a été un combat pour le laisser-faire dans le domaine justement des idées, des opinions, dans le domaine des croyances religieuses. C'est-à-dire qu'ils se sont élevés contre la censure. Ils ont plaidé pour la liberté d'exprimer son opinion, la liberté de débattre, pour la tolérance. Bon. Ça, c'est incontestable. Tout le monde le sait en France. On le sait tous. Bon. Le problème, alors, justement, qu'est-ce qu'ils défendaient, ces philosophes? Ils défendaient une idée simple. C'est que plus on laisse les opinions s'exprimer librement, et plus les erreurs se réfutent facilement. C'est une formule qui est simple à retenir. Plus on laisse les idées s'exprimer librement, et donc plus il y a du débat, et plus les erreurs se réfutent facilement. Ça, c'était la conviction fondamentale des philosophes au XVIIIe siècle.
Seulement, il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas comprise, et il a fallu du temps pour le comprendre. C'est que ce qui est vrai pour les idées est vrai aussi pour les biens matériels. Pour les biens matériels. À savoir que plus les biens s'échangent librement, et plus ils se répartissent équitablement. Et retenez bien ces deux formules. La première, elle concerne le monde intellectuel, le monde religieux, ou le monde des opinions politiques, où il faut absolument que les hommes puissent exprimer leurs opinions et en débattre, qu'on puisse faire des objections, qu'on puisse réfuter, qu'on puisse confronter nos idées. Et c'est comme ça que la science progresse. C'est comme ça que la vérité se manifeste progressivement et que l'erreur est démasquée. Bon. Eh bien, ce qui est vrai pour les idées est vrai aussi pour les biens matériels. C'est-à-dire, alors c'est un petit peu différent, mais c'est que la liberté de pouvoir échanger eh bien, produit davantage d'efficacité et de justice dans la répartition, dans la redistribution. C'est-à-dire qu'en fait, la redistribution, elle va se faire naturellement, dès lors que les hommes sont libres d'échanger. Alors, évidemment, ça c'est un point qui est peut-être plus difficile à comprendre. Et ceux qui l'ont compris et qui ont plaidé pour ça n'ont pas été entendus en France. Alors, ils ont été entendus aux États-Unis, ils ont été entendus en Angleterre, et pas en France. Et je pense à des auteurs qui sont aussi des auteurs des Lumières, mais qui ont formé un courant un petit peu à part. Ce sont les physiocrates. Le docteur Quesnay, qui était médecin de Louis XV, et à la suite de Quesnay, il y a toute une pléiade d'auteurs, Mercier de la Rivière, etc. Et puis, vous avez Turgot, évidemment, qui a été le ministre de Louis XVI, Vincent de Gournay, ensuite vous avez Condillac, vous avez Destutt de Tracy, et puis vous avez Jean-Baptiste C. C'est-à-dire que pour prendre les grands, ceux qui sont les plus connus et ceux qui ont connu la Révolution française, qui ont été au cœur de la tourmente, il faut retenir, bon, Turgot, tout juste avant la Révolution, Condillac, peu connu, mais extrêmement clair, extrêmement lumineux, disciple de Turgot, Destutt de Tracy. Alors Destutt de Tracy, je m'arrête 2 secondes sur lui parce que c'est un noble, un aristocrate, qui a servi comme officier et puis qui a été en prison. Il a été emprisonné en fait par les Jacobins parce que justement il n'était pas d'accord avec eux. Il a vu sa dernière heure arriver, il a pensé vraiment qu'il allait passer à la guillotine et il s'en est sorti parce que simplement Robespierre a été guillotiné avant lui, tout simplement. Et alors, sa vie a complètement changé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti de prison, il a abandonné le métier des armes et il s'est complètement consacré à la philosophie. Et il a écrit des traités de philosophie qui ont un intérêt assez mineur, mais un traité d'économie politique absolument admirable, tellement impressionnant que Jefferson l'a fait traduire en anglais et s'en est servi comme manuel pour ses étudiants à l'université de Virginie. Il avait fondé une université en Virginie et donc ce traité de Destutt de Tracy a servi de manuel pour plusieurs générations d'étudiants aux États-Unis, d'étudiants en économie. Et puis, en fait, il a été interdit en France pendant longtemps, toute la période napoléonienne, parce que justement, tout simplement parce qu'il condamnait le protectionnisme et la politique expansionniste de Napoléon. Alors, et puis enfin, arrive Jean-Baptiste C. Et Jean-Baptiste C, c'est c'est vraiment un petit peu le point d'orgue. C'est celui qui a le plus approfondi, si vous voulez, les idées qui avaient été déjà évoquées avant lui. Et ensuite, il y a un maillon entre ces gens-là et Bastiat, Frédéric Bastiat. Et le maillon intermédiaire, ceux qui vont faire vraiment le lien entre les deux, au début du XIXe siècle, ils sont peu connus. Et pourtant, Dieu sait que Bastiat les a lus et leur rend hommage dès qu'il le peut. Ce sont les fondateurs du Censeur européen, un journal, une revue, qui était sans doute la seule revue d'opposition au début du XIXe siècle. En fait, c'est exactement, ils ont fondé cette revue il y a 200 ans,
exactement, en fait, le bicentenaire aujourd'hui de ce mois de juillet. Donc ils ont fondé cette revue en juillet 1814. Elle s'appelait Le Censeur, puis elle s'est appelée après Le Censeur européen. Alors ces auteurs sont Charles Comte, Charles Dunoyer et Augustin Thierry. Charles Comte était le gendre de Jean-Baptiste C. Il avait épousé sa fille. C'était aussi le cousin d'Auguste Comte. C'est quand même étonnant. Hein. Vraiment, il y avait là... C'est un milieu d'intellectuels, hein, de gens effectivement qui se côtoyaient, qui se connaissaient, etc. Et Bastiat dit toujours qu'il doit sa formation intellectuelle. D'abord, sur le plan économique, il la doit évidemment au physiocrate et à Jean-Baptiste C, principalement. Et Adam Smith aussi, mais Adam Smith, vous savez que c'est quelqu'un qui a puisé dans les physiocrates, hein, et notamment le docteur Kelly. Bon. Et ça, c'était pour sa formation économique. Et pour sa formation philosophique, politique, il doit tout, hein, il le dit très clairement, à Charles Comte et à Charles Dunoyer. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu donc, ce que ces auteurs ont apporté. Et je vais vous parler aussi de Rousseau. Parce que Rousseau, eh bien, quand on lit Bastiat, et quand on lit Charles Comte et Charles Dunoyer, tous reviennent à Rousseau. Et ils reviennent à Rousseau, pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est vraiment le père du socialisme. C'est Rousseau qui a contaminé, si on peut dire, la pensée française du virus socialiste. Alors même si, évidemment à l'époque, début du 19e, le socialisme est encore naissant. On n'en parle pas encore beaucoup, mais il commence à arriver, il se développe, il y a différents auteurs, etc. Et puis, il y a 1848, c'est vraiment la prise de pouvoir par les socialistes. C'est vraiment le début, c'est là où il y a une rupture, où les socialistes, désormais, vont s'imposer intellectuellement et dans les universités, enfin, dans les collèges, etc. Et puis, progressivement, politiquement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils disent tous que le verre était déjà dans le fruit avec Rousseau. Et alors, un des grands thèmes de réflexion de ces auteurs, hein, c'est pourquoi la Révolution française a été un échec. Pourquoi est-ce qu'elle a complètement dérivé, alors qu'elle partait de bons principes, ce qu'on a dit justement. Hein, le fait qu'il faut laisser les idées libres de s'échanger. Bon, alors justement, un des problèmes, c'est que la Révolution française, elle n'a pas compris justement hein, qu'il n'y avait pas que les idées, mais il y avait aussi les biens. Hein, c'est que d'un point de vue économique, il fallait justement arrêter le mercantilisme et le dirigisme qui était celui de la monarchie et de l'ancien régime. Ça, ils n'ont pas compris. Mais d'un point de vue philosophique, si on essaye de comprendre pourquoi la France, aujourd'hui, de nos jours encore, attend tellement de nos hommes politiques. Pourquoi les Français attendent tellement de la politique et si peu de l'individu? Pourquoi il y a une telle méfiance à l'égard du libre choix et une telle illusion à l'égard de la contrainte juridique, hein, de la contrainte de la loi? On croit toujours que la loi va résoudre tous nos problèmes. Eh bien, il faut remonter à Rousseau. Alors, d'abord, je voudrais faire un petit point quand même sur le vocabulaire, parce que sinon, Patrick, il va pas être content. Alors, sur le vocabulaire, quand on parle de liberté, il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas opposer radicalement liberté et contrainte. Je vais expliquer un peu pourquoi, mais je pense que ce serait, ça nous fragiliserait beaucoup, nous, libéraux, que de vouloir définir la liberté par opposition à toute contrainte. Ça n'est pas possible. Je vais expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est que dès lors que vous devez faire un choix libre, choisir, c'est renoncer à quelque chose. Autrement dit, dans l'acte même de choisir, eh bien, vous acceptez la contrainte de renoncer à une option. Hein? Le choix vous contraint. Tout choix est une contrainte.
Alors bien sûr, ce qui est important, c'est que votre choix ne soit pas forcé, hein, c'est qu'il ne soit pas forcé par une volonté extérieure, soit une volonté individuelle, une volonté collective. Si c'est votre volonté qui consent à cette contrainte, eh bien, la contrainte, à ce moment-là, elle n'est pas un obstacle à votre liberté. Mais je pense que ça nous affaiblirait beaucoup que de présenter la liberté comme une absence totale de contrainte. Ça n'a pas de sens. Et personne ne pourra être convaincu par un discours comme ça. D'abord, il y a des contraintes physiques. On sait bien. Il y a des lois dans la nature. Ces lois sont des contraintes pour nous. Ce sont des limites à notre liberté. Il y a des contraintes de temps, temporelles. Ça fait partie d'ailleurs des contraintes physiques. Il y a des contraintes morales, évidemment. Nous avons des devoirs. Et nous nous imposons des devoirs. Il y a des contraintes juridiques et politiques. Alors c'est là, justement, où le problème se pose. C'est quand il s'agit de contraintes juridiques et politiques. Parce que les contraintes morales, nous nous les imposons à nous-mêmes. Elles proviennent de notre conscience, elles proviennent de nos convictions religieuses, convictions rationnelles. Donc elles émanent de nous, et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est lorsque la contrainte nous est imposée de l'extérieur par une volonté qui nous est étrangère. Alors, c'est le problème des lois. Et je pense que c'est là que nous devons poser le problème de la liberté. C'est la liberté face à la loi, à la contrainte juridique. Et là, le problème se pose dans les termes suivants. Comment faire la limite, la frontière entre la sphère privée et la sphère publique, sachant que la loi elle est du domaine public. Elle est là pour organiser la vie collective. Et donc, jusqu'où la loi peut-elle aller et jusqu'où elle ne peut pas aller? C'est-à-dire quel est le domaine à l'intérieur duquel chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui, à mon avis, est assez difficile à faire, hein, c'est d'établir cette frontière entre la sphère privée et la sphère publique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses pour lesquelles la loi n'a rien à dire. Il y a des choses pour lesquelles la loi n'a pas à s'imposer. Et donc, quels sont les objets sur lesquels la loi peut porter et quels sont les objets sur lesquels la loi ne peut pas porter. Alors, et là je crois qu'il y a une différence fondamentale entre la France et les États-Unis. Et j'en profite d'autant plus qu'aujourd'hui, on est le 4 juillet. Vous savez que le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance américaine, c'est l'anniversaire des États-Unis. Et les États-Unis doivent beaucoup à la France, il faut quand même le rappeler. Mais je pense que les Américains, quand ils ont fondé les États-Unis d'Amérique, ils avaient conscience de ça. Ils avaient une conscience très vive du fait qu'il y a un domaine qui doit être un domaine sanctifié. Un domaine dans lequel l'individu a une liberté totale de faire ce qu'il veut. Et la loi ne peut pas faire intrusion dans ce domaine. Et c'est ça d'ailleurs qu'ils ont appelé la Constitution. Qu'est-ce que c'est que la Constitution américaine et les amendements à la Constitution? C'est justement pour protéger la sphère privée et pour limiter le pouvoir, pour l'empêcher de s'introduire dans la sphère privée. Et ça a été quand même la grande réussite des États-Unis. Alors ça n'a pas duré, malheureusement. C'est-à-dire que ça a marché pendant un certain temps. Ce qu'on appelle le moment constitutionnaliste. Je pense qu'à partir de la guerre de sécession, ce que les Américains appellent la guerre civile, à partir de là, les choses ont commencé à déraper très largement, et on a vu se mettre en marche la machine à légiférer, et à légiférer n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi, et on sait que ça a donné des choses que, en tout cas aujourd'hui et au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, les libertés se sont beaucoup réduites aux États-Unis. Alors, donc, encore un mot sur le vocabulaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la liberté? Donc, la liberté, j'ai dit, c'est pas quelque chose qui s'oppose nécessairement à la contrainte. En fait, il faut distinguer
distinguer les contraintes légitimes et les contraintes illégitimes. Donc, la contrainte illégitime, c'est celle qui consisterait tout simplement à se substituer à ma volonté. Hein, c'est lorsqu'une volonté extérieure se substitue à ma volonté et me force à faire quelque chose auquel je n'ai pas consenti. Voilà. Là, on a une contrainte qui est illégitime. Et c'est une contrainte qui est injuste. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est injuste? Il faut aller au fond des choses. Pourquoi est-ce que c'est injuste? Eh bien, tout simplement parce que la personne humaine est apte, par nature, à se gouverner elle-même. C'est-à-dire à penser par elle-même, à vouloir par elle-même. Cette aptitude naturelle à penser et à vouloir par soi-même, à se gouverner soi-même, eh bien, nous donne un droit, tout simplement. Et lorsque ce droit n'est pas respecté, lorsqu'il est bafoué, eh bien, c'est la personne elle-même qui est bafouée, qui est violentée, qui est dégradée, et qui est ramenée à l'état de bête, d'animal. Voilà la grande différence. Là, vous voyez, on touche à un principe anthropologique. Et ce principe anthropologique, il fonde l'ordre juridique. Il doit fonder l'ordre juridique. Autrement dit, il faut d'abord... C'est d'abord philosophique. Le problème est d'abord philosophique. Il faut d'abord comprendre ce qu'est l'être humain. L'être humain n'est pas une bête, n'est pas un animal, c'est quelqu'un qui est capable de se gouverner lui-même. Bon. Alors, partant de là, les philosophes, les bons philosophes, pas tous, mais les bons philosophes, comme Bastien, distinguent deux aspects. Ils disent d'abord, la personne s'appartient elle-même. C'est ce que je viens de dire. La personne s'appartient à elle-même. Et donc, vous voyez apparaître la notion de propriété. Je suis propriétaire de moi-même. Et c'est en cela que je suis libre. Parce que, qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui est la propriété d'un autre. Et si je suis la propriété d'un autre, je ne suis pas libre. Mon maître va m'imposer, effectivement, de travailler pour lui, etc. Donc, je suis libre si je suis propriétaire de moi-même, si je m'appartiens moi-même. Et donc, principe juridique qui découle immédiatement de cela, nul ne peut m'utiliser sans mon consentement. Mais alors, il y a un deuxième principe qui n'a pas été compris par beaucoup de philosophes. Alors là, justement, à la limite, celui-là, à peu près tous les philosophes l'acceptent. Le deuxième est beaucoup plus difficile à comprendre. En fait, non, il n'est pas difficile à comprendre. Mais justement, pourquoi certains ne le comprennent pas? C'est à cause de Rousseau, vous allez voir. C'est Rousseau. C'est la faute à Rousseau. Non, mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. Alors, le deuxième principe, c'est que si j'ai un droit sur ma propre personne, et que nul ne peut m'utiliser sans mon consentement, eh bien j'ai aussi un droit sur les choses que j'ai acquises par mon travail. Parce qu'avec mes facultés, j'ai acquis des biens que j'ai transformés par mon travail, et ces biens ne sont rien d'autre qu'un prolongement de ma personne, un prolongement de mes facultés. Par conséquent, je ne suis pas seulement propriétaire de moi-même, je suis aussi propriétaire des choses que j'ai acquises par mon travail. Et la propriété de soi et la propriété des biens sont absolument indissociables. Si vous les séparez, vous coupez la personne en deux, vous la tronçonnez, et en fait, vous la tuez. Voilà. Donc, si vous comprenez bien ces principes-là, qui sont des principes anthropologiques et éthiques, philosophiques, eh bien, vous êtes à ce moment-là en mesure de comprendre comment une société doit être organisée, comment une société doit être juridiquement organisée, comment la loi, eh bien, n'a qu'une seule mission, dit Bastien, c'est de protéger la personne et ses biens. La loi ne peut rien faire d'autre que cela. Et quand... Alors Bastien il dit ça, bon, vous prenez la loi, ou bien propriété et loi, encore mieux. Vous prenez ce petit fascicule, propriété et loi, qui est extrêmement synthétique. La loi, c'est déjà plus développé, et puis il détaille beaucoup. Si vous voulez aller très vite, prenez propriété et loi, et c'est limpide. Et ce que Bastien essaie de faire comprendre, c'est pas toujours explicite. Je vais essayer de l'expliciter pour vous. C'est que l'État n'a pas d'autre droit que ceux qu'ont les individus. Et ça, c'est ce
qu'on peut appeler le principe, alors c'est mal compris aussi en France, hein, quand vous allez voir, j'ai employé un gros mot, l'individualisme. Alors là, ça fait grincer des dents. L'individualisme, on n'aime pas du tout ça. On n'aime pas du tout ça. Alors évidemment, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et ici, je vais l'employer dans un sens très précis, qui n'est pas du tout le sens habituel. Le sens habituel, quand on l'emploie dans les conversations, individualisme, c'est chacun pour soi, c'est le mépris des autres, bon, un peu l'équivalent de l'égoïsme, si vous voulez, je ramène tout à moi, j'écrase les autres au passage, etc. Non, c'est pas du tout ça que Bastien entend quand il parle d'individualisme. Je ne sais même pas s'il emploie ce terme d'ailleurs, c'est pas sûr. Hein. Jacques, il faudrait me... Est-ce que Bastien emploie le terme individualisme? Oui, si, il l'emploie. Individualisme et fraternité. Il me semble qu'il l'emploie. Bon, en tout cas, ce que veut dire Bastien ici, c'est que l'individu est la réalité première, fondamentale et naturelle, antérieure à toutes les autres. L'individu est antérieur à la famille. L'individu est antérieur à la nation. L'individu est antérieur à l'Église. Donc, la famille, l'Église, la nation sont des réalités collectives. D'accord? Eh bien, il y a une réalité première qui est, qui est le socle. Le socle fondamental de tout ça, c'est l'individu. Et la famille, la nation, l'Église, l'État n'ont pas plus de droits que n'en a l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, je vais parler de l'État, parce qu'on va laisser de côté le reste, hein, sinon on ne finit pas, mais ça serait intéressant aussi hein, d'en parler. Mais l'État n'est pas une réalité autonome, n'a pas de réalité propre, si vous voulez, n'a pas de... En fait, sa raison d'être, c'est l'individu. Sa légitimité, c'est de protéger la personne et ses biens. Et je pense qu'on est libéral si on comprend cela. C'est-à-dire si on comprend que la réalité de la loi, on n'est même pas obligé de parler de l'État, à la limite. Hein, on peut parler simplement de la loi, parce qu'il nous faut des lois. À la limite, on pourrait se passer de l'État. D'ailleurs, il y a plein d'auteurs, de bons auteurs qui le disent et qui l'expliquent. On pourrait se passer de l'État. On ne peut pas se passer de loi. On ne peut pas se passer de loi. Et les lois n'ont d'autre légitimité que de protéger la personne. Alors, là où il y a évidemment une différence avec d'autres philosophies, je pense justement au conservatisme et au socialisme. Parce qu'au fond, il y a trois grandes philosophies politiques, et il n'y en a que trois. Le libéralisme, le conservatisme et le socialisme. Il y a évidemment une grande différence, et je vais essayer de vous montrer où elle se trouve, cette différence. Il y a des points communs aussi. Mais les socialistes, alors c'est justement là que j'en arrive à Rousseau. Les socialistes vous disent qu'un être humain ne peut pas être pleinement humain sans un corps social, sans une réalité sociale, collective. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas me réaliser en tant qu'homme, en tant qu'individu, sans appartenir à un corps social. Les conservateurs disent la même chose. Exactement pareil. Vous lisez Burke, vous lisez De Bonald, vous lisez De Maistre. Ils diront la même chose. La différence entre les deux, entre les conservateurs et les socialistes, c'est que pour les conservateurs, cette réalité sociale, elle est déjà donnée. Elle est déjà donnée naturellement. Elle existe déjà et il faut justement la protéger et la conserver. Cette réalité sociale, c'est la famille, c'est la nation, c'est la patrie, c'est l'Église. Et ces corps sociaux sont nécessaires pour que l'individu puisse accéder à sa pleine réalisation, que l'homme puisse être vraiment lui-même. Autrement dit, c'est l'appartenance à ces corps sociaux qui nous libèrent. Et c'est une philosophie de la liberté aussi. Il ne faut pas non plus, si vous voulez, être trop simpliste et dire nous on est pour la liberté, vous n'êtes pas pour la liberté. Si, les conservateurs sont pour la liberté, les socialistes aussi. Mais simplement, ils n'entendent pas la même chose que nous, derrière ce terme. Donc les conservateurs vous diront qu'on est libre uniquement quand on est entièrement défini par une réalité supérieure qui va qui nous prend en charge et qui nous libère
de notre petit moi égoïste et ignorant. Et la différence avec les socialistes, c'est que les socialistes disent ce corps social, cette société qui nous fait être humains, cette société, elle n'existe pas encore. Et les conservateurs vous disent, elle existe, cette société, elle est là, c'est une réalité naturelle ou divine, mais les socialistes vous diront qu'elle n'existe pas encore. Elle est à faire, elle est à construire. Et c'est pour ça que les socialistes sont constructivistes et rationalistes. Et ils pensent que c'est par la raison qu'on va construire une société parfaite, parfaite peut-être pas, enfin une société meilleure, dans laquelle, enfin, l'homme sera libéré de ses chaînes, libéré de l'exploitation, des inégalités, de la servitude. Et là, on retrouve Rousseau. Rousseau est vraiment le grand penseur de cette idée-là. Attendez, je sors mes citations, parce qu'il en faut un peu quand même. Mais Rousseau dit tout simplement, on ne peut pas être homme sans être citoyen. On ne peut pas être homme sans être citoyen. Hein, c'est la citoyenneté, donc c'est l'appartenance à la cité. Et c'est l'assujettissement aux lois qui nous fait, et à la volonté générale qui nous fait être pleinement hommes. Autrement dit, il y a deux moi. Hein, il y a notre petit moi individuel qui est tout mesquin et pas beau du tout. Et puis, il y a le grand moi, la volonté générale, le corps social. Et c'est dans le tout que le moi se réalise. Autrement dit, qui s'anéantit et qui disparaît. C'est pour ça qu'en fait, si vous y réfléchissez bien, c'est vraiment totalitaire. C'est complètement totalitaire. C'est-à-dire que Rousseau aspire à une société totale, où je ne peux même plus faire le mal, parce que j'ai été totalement conditionné à faire le bien. J'ai été éduqué à faire le bien. Et donc je ne peux même plus choisir le mal. Donc, alors, ça c'est l'Émile de Rousseau. Vous savez, il y a 3 grands livres chez Rousseau. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, le contrat social et l'Émile. Et c'est la Trinité. Alors vous avez donc le discours sur l'origine de l'inégalité, c'est d'où vient le mal. Et puis ensuite les deux autres, c'est comment l'éradiquer. Alors on va l'éradiquer socialement par le contrat social, et puis individuellement par l'éducation. Mais ce qu'il y a, c'est que Rousseau c'est tellement intelligent, c'est tellement bien écrit, que ça a séduit tout le monde. Tous les intellectuels français sont profondément rousseauistes, même s'ils ne le savent pas. Bon, souvent ils le savent très bien, mais... et donc, le mal, qu'est-ce que c'est que le mal pour Rousseau? Alors, le mal, c'est l'inégalité. Mais d'où vient l'inégalité? Et alors c'est là que j'en reviens à la propriété. Parce que pour Rousseau, le mal, c'est la propriété. C'est vraiment ça. Hein. L'origine du mal, c'est la propriété. S'il y a des inégalités, c'est parce qu'il y a des riches qui exploitent les autres, les pauvres. Et comment les riches peuvent-ils exploiter les autres? Parce qu'ils se sont appropriés tout simplement les biens. Voilà. Et alors dans ce fameux discours sur l'origine de l'inégalité, Rousseau a cette formule où il dit que le premier qui a eu l'idée de la propriété privée fut le véritable inventeur de la société, mais d'une société corrompue. Une société corrompue. Donc c'est la propriété qui corrompt la société, qui va corrompre l'homme. Bon, alors, cela dit, et c'est là où Rousseau est subtil, c'est qu'il n'est pas, c'est pas Marx. Il ne dit pas, ce que dira Marx plus tard, il ne dit pas qu'il faut supprimer la propriété privée. Il est beaucoup plus subtil. C'est pour ça que ça marche mieux, Rousseau, que Marx. C'est qu'il dit simplement, bon, celui qui veut être propriétaire, il faut simplement qu'il demande l'autorisation à la volonté générale. C'est la volonté générale qui vous donne le droit d'être propriétaire de vos biens. Autrement dit, la propriété, oui, elle est légitime si elle est réglementée par la loi, donc par les législateurs. Et là, vous trouvez quoi? Vous trouvez la France, c'est ça. On est en plein dedans. On n'est pas allé jusqu'à Marx, hein, qui, lui, préconisait la collectivisation
complète de la propriété, la suppression du droit de propriété. Rousseau est plus subtil, mais c'est justement en ça qu'il est beaucoup plus pervers. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu les droits de l'homme, 1789, ils sont profondément inspirés de Rousseau. Alors ça peut vous paraître surprenant, parce qu'on dit souvent que les droits de l'homme de 1789 sont justement des énoncés qui protègent justement la propriété. La propriété est sacrée. Mais elle est sacrée jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire dans les limites prévues par la loi. Ah ouais, mais alors dans ce cas-là, elle est plus sacrée. Il faudrait savoir. Mais c'est exactement ça que vous avez. Vous avez le droit le droit de s'exprimer. Le droit de s'exprimer est sacré, mais il est sacré du moment que dans les limites prévues par la loi. Dans les limites prévues par la loi. Alors c'est toujours comme ça. À chaque fois, on vous dit que les droits sont inaliénables, mais à condition que la loi l'accepte, le permette. Et c'est la grande différence avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, quand vous prenez le premier amendement de la Constitution, il dit que nul ne fera de loi pour limiter la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a des objets sur lesquels on ne peut pas faire de loi. On n'a pas le droit de faire une loi pour restreindre de quelque façon que ce soit les libertés fondamentales. Et donc, on est sur deux logiciels complètement différents. Et le problème est un problème philosophique. Alors, il me reste combien de temps, Patrick? 10 minutes. Ça va? Vous me dites si vous voulez que j'arrête. Il y a une mi-temps. Non, mais je vous donnerai la parole. Dans 10 minutes, je vous donne la parole et on discute. Alors, j'en arrive à Bastien. J'en ai déjà parlé de Bastien, mais j'y reviens. Je vous ai parlé de l'individualisme, enfin bon, du droit de propriété. Bastien dit l'homme né propriétaire. L'homme né propriétaire, NAIT. Je vous ai dit que, en effet, il y a une antériorité de l'individu sur toutes les formes d'organisation collective. Bon, ça on l'a vu. Et donc, de ce fait, la propriété est la raison d'être. J'entends la propriété au sens large ici. C'est la propriété de soi, d'abord. Ensuite, la propriété des choses. Et la raison d'être même de la loi. Donc, l'État n'a pas de statut moral spécifique. Il n'a pas d'autonomie propre. Il dit aussi, chose très importante, que la loi doit être négative. La loi doit être négative. C'est-à-dire qu'elle doit empêcher l'injustice. Et elle ne doit pas être positive, c'est-à-dire elle ne doit pas obliger à faire des choses. Elle doit nous empêcher, effectivement, d'empiéter sur les droits d'autrui. Elle doit empêcher l'injustice, c'est-à-dire nous empêcher de violer la propriété d'autrui. Mais elle ne doit pas nous imposer ni la fraternité, on appellerait la solidarité aujourd'hui, ni la vertu. Même si la vertu est une belle chose, la fraternité aussi, évidemment. Ce sont des belles choses, des choses désirables, mais qui relèvent justement de l'initiative privée, de la volonté, de l'échange et du consentement de l'individu. Elle ne doit pas nous imposer ni l'éducation, ni la santé, etc. Et là, je laisse à d'autres cette question. Je voudrais terminer avec le thème de la spoliation. Le thème de la spoliation, qui est un thème central chez Frédéric Bastiat, et qui vient justement à la suite de ce que Bastiat a lu chez les grands auteurs qui l'ont précédé. Et je pense notamment à ceux que j'ai cités tout à l'heure, Charles Comte et Charles Dunoyer. Eux ont été sans doute les premiers à expliquer qu'il y avait bien, effectivement, dans la société, des formes de violence, des formes de domination. Et ça, c'est absolument indéniable. On peut le voir aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on se rend compte que, et Rousseau n'avait pas complètement tort d'ailleurs là-dessus,
Il y a des formes de violence, d'exploitation et de domination des puissants sur les faibles. Les puissants ne sont pas toujours les riches, justement. Alors, ils peuvent l'être, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce sont ceux qui sont bien organisés, surtout, hein, qui vont exploiter les autres. C'est les chlorusés, hein, c'est les beaux-parleurs aussi. Hein. Et alors, ce que disent ces auteurs, c'est que la spoliation, c'est véritablement ce qui permet de comprendre l'histoire humaine. C'est la clé, si vous voulez, qui permet de comprendre l'histoire humaine, les drames, les crises, les révolutions, les guerres, c'est la spoliation. Alors qu'est-ce que c'est que la spoliation? Terme qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, on pourrait employer le mot pillage, si vous voulez, mais pillage, ça fait penser aux invasions des biens, etc. Mais alors c'est plus subtil que ça, la spoliation. Bastia définit la spoliation comme le fait... Je voudrais écouter. Comme le fait de transférer ce qui appartient à quelqu'un d'autre, sans son consentement et sans compensation. Voilà, c'est ça la spoliation. C'est du vol, tout simplement. Vous prenez à quelqu'un ce qui lui appartient, sans son consentement et sans compensation. Bon. Alors, au cours de l'histoire, il y a eu une forme de spoliation qui s'est développée très largement, c'est la guerre. La guerre a toujours été le meilleur moyen de vivre aux dépens des autres. Parce qu'en fait, c'est ça, la motivation de la spoliation, c'est quoi? C'est que le travail, c'est dur, c'est douloureux. Et que donc, les hommes, nous dit Bastien, préfèrent vivre aux dépens des autres. Et le seul moyen d'arrêter la spoliation, c'est de la rendre plus douloureuse que le travail, plus coûteuse que le travail. Mais tant qu'on arrivera à subvenir à nos propres besoins en vivant aux dépens des autres plutôt qu'en travaillant, on préférera toujours vivre aux dépens des autres plutôt que de travailler. Bon, et donc ça c'est la grande motivation de la spoliation. Pendant très longtemps, et ça, si vous aimez l'histoire, prenez un auteur comme Augustin Thierry. Augustin Thierry est un des grands historiens, il a montré ça de manière magistrale, que la guerre a été le moyen privilégié de la spoliation par toutes les civilisations depuis les origines. Mais ce qui s'est passé, c'est que à l'époque moderne, la spoliation a changé de nature. D'abord, on a vu se développer le commerce et l'industrie, et on a compris qu'on pouvait obtenir ce qu'on voulait par des moyens plus faciles, moins coûteux que la guerre. C'est tout simplement justement le commerce, c'est l'échange. C'est beaucoup plus pacifique, c'est beaucoup moins destructeur, et c'est beaucoup moins coûteux. Mais justement, c'est quand même du travail. L'échange, la production. Bon. Et donc, les hommes ont inventé un nouveau moyen, plus subtil que la guerre, pour spolier. Et c'est la loi. C'est la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez la main sur la loi, sur l'appareil législatif, l'appareil juridique, sur l'appareil de l'État, et que vous le faites fonctionner à votre profit, eh bien, vous légalisez la spoliation, vous la rendez légale, et vous la rendez morale aux yeux des gens. Et les gens vont se faire spolier volontairement. Ils vont l'accepter, ils vont l'intégrer comme étant quelque chose de normal. Alors évidemment, au prix de toute une propagande idéologique, ce que Bastien appelle les sophismes. Que sont les sophismes? Ce sont des faux raisonnements qui sont justement destinés à tromper les gens et à leur faire croire que la spoliation c'est une bonne chose. Bon. Donc la loi, bon, voilà, je vais arriver à ma conclusion, hein, comme ça on va pouvoir discuter. Vous voyez, Bastien c'est un théoricien des crises. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez des économistes qui vont théoriser les crises économiques. Vous essayez de comprendre pourquoi il y a des crises économiques. Et Bastien, qui est aussi un économiste, mais qui est aussi un philosophe, je pense que là où il est précieux, c'est qu'il nous explique pourquoi il y a des révolutions. Pourquoi il y a des crises politiques. En fait, à partir du moment où les gens comprennent qu'ils peuvent spolier les autres en toute impunité, ils vont tous essayer de le faire.
Et ça va être la source des révolutions. Alors, une dernière chose en conclusion, hein, c'est que si on compare Rousseau et Bastien, Rousseau voulait éradiquer le mal. Ça part d'une bonne intention. Hein. Il n'était pas méchant, Rousseau. Il voulait combattre le mal, mais il voulait même l'éradiquer. Et la grande différence avec Bastien, c'est que Bastien, lui, pense que si on veut que les hommes soient libres, il faut leur laisser la liberté aussi du mal et de l'erreur. Il n'y a pas de liberté sans liberté du mal et de l'erreur. Si vous voulez éradiquer le mal, vous éradiquez la liberté. C'est aussi simple que ça. Et Bastien avait cette conviction profonde, qui est difficile aussi aujourd'hui à bien faire passer, à bien faire comprendre, parce que ça peut être choquant. Mais il pensait que le mal avait un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, le mal, c'est ce qui... je prends une métaphore physiologique. Quand vous avez une maladie, il y a des anticorps qui vont se déclencher et qui vont combattre la maladie. Il faut aider un petit peu hein, le corps à développer ces anticorps. Mais justement, quels sont les anticorps que nous, individus, sommes capables de créer contre le mal? Eh bien, c'est la responsabilité individuelle. C'est la fraternité, justement. C'est la concurrence, c'est l'échange. Et c'est par là que les hommes parviennent à surmonter les crises, la spoliation, et non par un ordre qui serait imposé d'en haut et qui tenterait de tout réglementer par la contrainte. Merci.